Léna claqua la porte de la maison familiale avec une force qui fit trembler les murs anciens de la villa à Biarritz. Ses larmes brûlantes comme un feu qui consumait son âme. « Va-t'en. Salope. Tu n'es plus ma fille. » hurla son père. Sa voix rauque déchirant l'air salin de l'océan Atlantique. Tandis que sa mère se tenait en retrait. Les yeux baissés. Muette comme une statue de cire. Des années plus tard, sur une place ensoleillée de Barcelone, ce même homme s'agenouilla devant elle, implorant un pardon qu'elle n'était pas sûre de pouvoir accorder. Léna avait 20 ans quand tout bascula. Née dans une famille bourgeoise française installée depuis peu en Espagne, à Madrid, pour les affaires de son père, importateur de vin, elle avait grandi entre les vignobles du Rioja et les souvenirs de Paris que sa mère évoquait avec nostalgie. Mais ce soir-là, dans la chaleur étouffante d'un été madrilène, elle avait osé avouer son amour pour une femme. « Papa. J'aime les filles. J'aime une fille. » Les mots étaient sortis comme un aveu libérateur. Mais ils avaient allumé un brasier de rage. Son père, un homme rigide forgé par une éducation catholique stricte, avait explosé. Il l'avait chassée, valise à la main, sans un sou, la traitant de déshonorée, de pécheresse. Sa mère, faible et soumise, n'avait rien dit, se contentant de murmurer un « je t'aime » étouffé avant de refermer la porte. Seule dans les rues animées de Madrid, Léna erra comme une ombre, le cœur en miettes. Elle trouva refuge chez une amie d'université, mais le poids de la trahison familiale l'écrasait. Comment un père pouvait-il renier sa propre chair pour un amour qu'il ne comprenait pas? Elle décida de partir plus loin, vers Barcelone, cette ville cosmopolite où les vagues de la Méditerranée semblaient laver les peines. Là, elle trouva un petit boulot de serveuse dans un café du Barri gothique, servant des tapas à des touristes insouciants. Les nuits étaient longues, hantées par des rêves de réconciliation impossibles. C'est dans ce café qu'elle rencontra Margot. Française comme elle. Margot était une artiste peintre de 30 ans, venue s'installer en Catalogne pour capturer la lumière unique de Gaudí sur ses toiles. Avec ses cheveux blonds cascadant comme une rivière d'or et ses yeux bleus qui pétillaient d'une malice espiègle. Elle entra un après-midi pluvieux, commandant un café qu'on léchait avec un accent parisien qui fit sourire Léna. « Vous êtes française ?» demanda Léna, posant la tasse avec un tremblement imperceptible. Margot hocha la tête, et de là naquit une conversation qui dura des heures. Elles parlèrent de tout, de la beauté des Ramblas, des poèmes de Baudelaire qu'elles aimaient toutes deux, des blessures cachées qui font les âmes sœurs. Margot avait elle aussi ses démons. Issue d'une famille aisée de Lyon, elle avait fui un mariage arrangé, préférant la liberté à la sécurité. « Je peins pour oublier », confia-t-elle un soir, alors qu'elle marchait le long de la plage de la Barceloneta, les pieds dans le sable tiède. Léna se sentit comprise pour la première fois. Leur amitié se mua rapidement en quelque chose de plus profond. Un baiser volé sous un porche gothique. Une nuit d'amour passionnée dans l'atelier de Margot, entourée de toiles inachevées. Léna découvrit le plaisir d'être aimée sans jugement. Le toucher doux de Margot effaçant les cicatrices de son rejet familial. Mais la vie n'était pas un conte de fées. Léna luttait avec ses démons intérieurs, hantée par l'absence de sa famille. Elle envoyait des lettres à sa mère, des messages codés d'amour et de regret. Mais les réponses étaient rares, laconiques. Son père, lui, avait coupé tout contact. Margot, patiente et aimante, l'encourageait à guérir. Elles voyageaient ensemble, explorant les villages blancs d'Andalousie,
dansant le flamenco dans des tabernas enfumées, riant sous les étoiles. Leur amour grandissait, cassé Ashtine comme une tempête méditerranéenne, chargée d'émotions intenses. Pourtant, le premier conflit surgit comme un orage inattendu. Margot, jalouse de nature, découvrit un jour une lettre de l'ex-petite amie de Lena, une Espagnole nommée Sofia, qui implorait un retour. Bien que Lena n'ait pas répondu, la méfiance s'installa. « Comment puis-je te faire confiance si tu gardes ces secrets » cria Margot, les yeux emplis de larmes. Lena, blessée, répliqua, « Toi qui parles de confiance. Toi qui ne me dis rien de ton passé. » Elles se disputèrent violemment, des mots durs fusant comme des flèches. Lena partit en claquant la porte, errant seule dans les rues de Barcelone, le cœur à nouveau brisé. La réconciliation fut douce, comme un vin vieilli. Margot la chercha toute la nuit, la trouva assise sur un banc face à la Sagrada Familia, illuminée par les lumières nocturnes. Elles s'enlacèrent, murmurant des excuses, promettant une transparence absolue. Cet épisode renforça leur lien, les rendant plus fortes. Lena commença à peindre avec Margot, exprimant ses émotions sur la toile, des tourbillons de couleurs reflétant son tumulte intérieur. Des mois passèrent, et leur vie s'installa dans une routine romantique. Elles louèrent un petit appartement dans le quartier de Gracia, rempli de livres français et de plantes grimpantes. Lena trouva un emploi stable comme traductrice, utilisant son bilinguisme pour des entreprises franco-espagnoles. Margot exposa ses œuvres dans une galerie locale. Lena fut sa muse, posant pour des portraits intimes qui capturaient l'essence de leur amour. Mais le passé ressurgit. Un jour, Lena reçut un appel de sa mère, son père était malade. Un cancer qui rongeait ses forces. Il regrette ? Ma chérie, murmura sa mère d'une voix tremblante. Lena raccrocha, le cœur serré. Devait-elle pardonner ? Margot la serra dans ses bras, c'est ton choix. Mon amour. Je serai là quoi qu'il arrive. Lena hésita longuement avant de prendre le train pour Madrid. Margot insista pour l'accompagner, sa main serrée dans la sienne comme un ancrage dans la tempête. Arrivée à la maison familiale, elles trouvèrent un homme diminué, alité, le visage pâle et creusé. « Papa » murmura Lena, la voix brisée. Il leva les yeux, et pour la première fois depuis des années, il y avait de la tendresse au lieu de la colère. Mais la guérison n'était pas immédiate. Des discussions houleuses suivirent, des accusations refoulées explosant comme des bulles à la surface. « Pourquoi m'as-tu chassée » demanda Lena un soir, assise au chevet de son père. Il soupira. Les yeux humides, j'avais peur. Peur du regard des autres ? De ce que je ne comprenais pas. J'ai été élevée ainsi. Dans la rigidité. Mais j'ai perdu ma fille pour ça. Margot, en retrait, observait avec compassion, mais aussi avec une vigilance protectrice. Elle savait que le pardon ne devait pas être forcé. Pendant ce temps, une nouvelle ombre plana sur leur couple. Une amie de Margot, une galeriste nommée Isabelle, arriva de France pour une exposition. Isabelle était charismatique, avec un sourire envoûtant et une assurance qui fascinait. Margot passa de plus en plus de temps avec elle, prétextant des affaires professionnelles. Lena sentit la jalousie monter. Un serpent venimeux dans son cœur. « Qui est-elle pour toi » interrogea-t-elle un soir. Après une dispute. Margot balaya l'accusation.
Une amie? Rien de plus. Tu es paranoïaque. Mais la vérité éclata comme un verre brisé. Léna découvrit des messages ambigus sur le téléphone de Margot. Des mots tendres échangés avec Isabelle. La trahison la frappa de plein fouet. Comment as-tu pu, hurla-t-elle. Les larmes coulant comme une rivière en crue. Margot, prise au piège, avoua une brève liaison émotionnelle, née de la solitude pendant que Léna se concentrait sur sa famille. Je me sentais seule. Léna. Tu étais obsédée par ton père. Le monde de Léna s'effondra une seconde fois. Elle quitta l'appartement, errant dans les rues de Barcelone, le cœur en lambeaux. Comment l'amour pouvait-il être si fragile? Elle se réfugia chez une collègue, passant des nuits blanches à questionner son existence. Margot la bombarda de messages, implorant le pardon. Mais Léna avait besoin de temps. Pendant ce temps, la santé de son père déclinait. Sa mère l'appela. Il veut te voir? Ma chérie. Il a changé. Léna, malgré sa peine, reprit le train pour Madrid. Là, son père, affaibli, lui confia ses regrets les plus profonds. J'ai lu des livres, parlé à des prêtres ouverts d'esprit. L'amour est l'amour, peu importe la forme. Je t'ai perdu par ignorance. Pour la première fois, Léna pleura dans ses bras. Un pas vers la guérison. De retour à Barcelone, elle confronta Margot. Elles parlèrent des heures, dénouant les nœuds de la jalousie et de la négligence. Je t'aime plus que tout, murmura Margot, les yeux emplis de remords. Léna, touchée par la vulnérabilité de sa compagne, choisit de pardonner. Leur amour, éprouvé par le feu, en sortit plus fort, plus profond. Les mois suivants furent une renaissance. Elles voyagèrent en France, visitant Paris, la ville des Lumières, où elles se promenaient main dans la main le long de la Seine, embrassant sous les ponts comme des amantes éternelles. Léna présenta Margot à des amis d'enfance, et l'accueil fut chaleureux, effaçant les ombres du passé. De retour en Espagne, elles adoptèrent un chat errant, symbole de leur foyer reconstruit. Mais un nouveau conflit surgit, plus externe cette fois. Le père de Léna, en rémission, décida de venir à Barcelone pour rencontrer Margot. Léna appréhendait cette visite, craignant un retour de la rigidité paternelle. À l'arrivée, l'atmosphère était tendue. Le dîner se passa dans un restaurant catalan, avec des paellas fumantes et des vins robustes. Le père observa Margot avec un œil scrutateur. Mais au fil de la conversation, il se détendit. Vous rendez ma fille heureuse? Dit-il enfin, levant son verre. Margot sourit, c'est elle qui me rend heureuse. Pourtant, une révélation inattendue vint tout compliquer. Le père confia qu'il avait une fois soupçonné sa propre sœur d'être lesbienne, et qu'il l'avait dénoncée à la famille, causant son exil. J'ai reproduit le même mal, avoua-t-il, la voix tremblante. Léna fut choquée. Mais cela humanisa son père, le rendant plus qu'un tyran, un homme brisé par ses propres peurs. Margot, émue, partagea son histoire, son propre coming out difficile, rejeté par des amis conservateurs. La soirée se transforma en une catharsis collective, des larmes coulant librement. Léna se sentit libérée, comme si un poids ancestral s'envolait. Leur vie reprit, enrichie de cette connexion familiale naissante.
Elles organisèrent une exposition commune, où les toiles de Margot et les écrits de Léna des poèmes sur l'amour interdit fusionnaient en une œuvre hybride. Le vernissage fut un succès, attirant des amateurs d'art de toute l'Europe. Léna, debout aux côtés de Margot, se sentait enfin complète. Mais le destin réservait un ultime twist. Isabelle réapparut, invitée par inadvertance à l'exposition. La tension fut palpable. Mais Margot, fidèle à sa promesse, l'ignora poliment. Léna, confiante en leur lien, ne dit rien, choisissant la confiance sur la suspicion. Les saisons passèrent, apportant leur lot de joie et de défis. Léna et Margot décidèrent d'officialiser leur union lors d'une cérémonie intime sur une plage andalouse, entourée d'amis et de la famille réconciliée. Le père de Léna, marchant avec une canne, offrit une bénédiction émue, « Que l'amour vous guide. Comme il m'a ouvert les yeux. » Sa mère, radieuse, embrassa Margot comme une fille. Ce fut un moment de pure harmonie, un triomphe sur les ombres du passé. Pourtant, la vie n'épargne pas les épreuves. Margot fut diagnostiquée avec une maladie auto-immune, une fatigue chronique qui la clouait au lit certains jours. Léna devint son pilier, la soignant avec tendresse, cuisinant des plats français réconfortants comme des coques au vin ou des crêpes au miel. « Je ne te quitterai pas, » murmurait-elle, caressant les cheveux de Margot. Cette épreuve approfondit leur lien, transformant leur amour en une force inébranlable. Le père de Léna, inspiré par cette résilience, décida de s'impliquer dans des associations LGBT en Espagne, militant pour les droits des familles. Il écrivit une lettre ouverte dans un journal franco-espagnol, racontant son histoire de rejet et de rédemption. Léna lut l'article avec des larmes de fierté, son père n'était plus l'homme rigide d'autrefois, mais un allié. Un jour, lors d'une manifestation pour l'égalité à Barcelone, le climax émotionnel survint. La place était bondée, des drapeaux arc-en-ciel flottant dans le vent. Léna et Margot marchaient en tête, main dans la main, scandant des slogans. Soudain, le père de Léna apparut, se frayant un chemin à travers la foule. Devant des centaines de personnes, il s'agenouilla devant Léna, les yeux emplis de larmes. « Pardonne-moi, ma fille. J'ai été aveugle. Tu es ma fierté. » La foule se tut, émue par cette scène poignante. Léna, stupéfaite, l'aida à se relever, l'enlaçant sous les applaudissements. Margot, à ses côtés, sourit, le cœur gonflé d'espoir. Ce moment marqua un tournant. Les médias couvrirent l'histoire, la transformant en symbole de réconciliation. Léna et Margot devinrent des figures inspirantes, donnant des conférences sur l'acceptation et l'amour. Leur relation, forgée dans le feu des épreuves, devint un phare pour d'autres. Mais la vie continua, avec ses petites joies quotidiennes. Elles adoptèrent un deuxième chat, voyagèrent en Provence pour cueillir des lavandes, lisant des romans de Colette et de Yourcenar au coin du feu. Léna écrivit un livre sur leur histoire, un mélange de mémoire et de fiction, imprégné de la poésie française. Un soir, assise sur leur balcon surplombant la mer, Margot murmura, malgré tout, « Je t'aimerais dans n'importe quelle vie. » Léna répondit par un baiser, scellant leur éternité. Les années filèrent, apportant la sagesse. Le père de Léna, guéri de son cancer, passa ses derniers jours en paix,
entourée de sa famille élargie. À son enterrement, Léna prononça un éloge émouvant, il a appris à aimer sans condition. Et c'est son plus grand legs. Margot et Léna, maintenant dans la quarantaine, continuèrent leur vie en Espagne, mais avec des escapades fréquentes en France. Elles fondèrent une petite galerie d'art dédiée aux artistes queer, promouvant la diversité. Leur amour, mature et profond, inspirait tous ceux qui les croisaient. Pourtant, un dernier conflit émergea, plus introspectif. Léna se questionna sur la maternité, désirant un enfant. Margot, hésitante à cause de sa santé, craignait les responsabilités. Des discussions intenses suivirent, mêlant peur et espoir. Elles optèrent pour l'adoption, accueillant une petite fille d'origine marocaine, qu'elles nommèrent Émilie, en hommage à la littérature française. Émilie grandit dans un foyer d'amour, apprenant l'espagnol, le français et les valeurs d'acceptation. Léna et Margot, mères attentionnées, veillèrent à ce qu'elle connaisse son héritage culturel, des fêtes catalanes aux contes de Perrault. La vie, avec ses hauts et ses bas, leur enseigna la résilience. Leur histoire, un tapestry de Casséachtine, d'émotions, de romance et d'humanité, prouvait que l'amour triomphe des préjugés. Au crépuscule de leur vie, Léna et Margot regardaient en arrière avec une sérénité acquise. Assises sur une terrasse andalouse, sirotant un vin doux, elles se remémoraient les tempêtes traversées. Sans toi, je serais perdue, confia Léna. Sa main dans celle de Margot, ridée mais toujours chaude. Leur fille Émilie, maintenant adulte, vivait à Paris, poursuivant une carrière d'écrivaine, inspirée par l'histoire de ses mères. Leur amour avait évolué, passant de la passion fougueuse à une tendresse profonde, comme un fleuve qui s'apaise en rejoignant la mer. Elles écrivaient ensemble des mémoires qui touchaient des cœurs à travers le monde, prônant l'acceptation et la compassion. Un jour, lors d'une conférence à Madrid, Léna reçut une lettre anonyme, une jeune femme, rejetée par sa famille pour son orientation, cherchait du réconfort. Léna répondit personnellement, partageant son parcours, encourageant la résilience. Cela devint une mission, aidant d'innombrables âmes blessées. Margot, malgré sa maladie, continua à peindre, ses toiles reflétant une maturité émouvante. Une exposition rétrospective à Barcelone célébra leur vie commune, avec des portraits de Léna à travers les âges, symbole de leur amour enduring. Leur fin fut paisible. Margot s'éteignit la première, dans les bras de Léna, murmurant « Je t'aime » comme un adieu éternel. Léna, dévastée mais forte, honora sa mémoire en continuant leur œuvre. Des années plus tard, Léna, âgée, revint sur la place où son père s'était agenouillé. Assise sur un banc, elle sourit au souvenir, le cœur rempli de gratitude. Son histoire, un testament à l'humanité, prouvait que même les cœurs les plus durs peuvent s'ouvrir. Ainsi se clôt cette saga. Un hymne à l'amour lesbien, imprégné de la grâce française, dans les terres ensoleillées d'Espagne. Que les leçons de pardon et de passion guident les générations futures.